Alors on se retrouve pour la correction des exercices de cinétique 5, 6 et 7, page 273. Alors le 5, comme je vous l'ai indiqué dans mon précédent mail, est corrigé dans le livre. Et vous aurez donc remarqué le sujet du 5, c'est donc de déterminer la durée de la transformation proposée pour 3 conditions expérimentales différentes, c'est-à-dire 3 solvants différents. Alors la façon dont est définie la durée de la réaction est particulière dans cet exercice, puisque on nous dit que la transformation, sa durée, c'est celle pour laquelle l'avancement atteint 90% de l'avancement maximal. Sauf que vous avez remarqué aussi que ce qu'on nous donne, c'est une courbe qui représente dans les 3 conditions proposées l'évolution de la quantité de matière de l'un des 2 réactifs, le 2-chloro-2-méthylpropane, en fonction du temps. Or, visiblement, la durée de la réaction se définit par rapport à l'avancement et à l'avancement maximal ici en l'occurrence. Voilà pourquoi dans le corrigé de l'exercice que vous trouvez à la fin du livre et que je vous remets ici à l'écran, vous avez tout d'abord la détermination en fait de l'avancement maximal. Pourquoi? Parce que justement la durée proposée est en relation avec l'avancement maximal, plus exactement avec 90% de l'avancement maximal. C'est donc la date à laquelle l'avancement vaut cette valeur-là. Le seul problème, encore une fois, c'est que les courbes qui sont données ne représentent pas l'avancement en fonction du temps. Donc finalement, non seulement il faut trouver l'avancement maximal, mais il faut aussi déterminer la relation qu'il y a entre la quantité de matière du réactif proposé et l'avancement à n'importe quel instant de la réaction finalement. D'accord ? Donc comment faire ça ? Naturellement avec un tableau d'avancement. Et donc la première chose qui est faite, une fois qu'il est posé, c'est la détermination de l'avancement maximal Xmax, qui finalement est égal à N0. Alors ce qui aurait peut-être été bien dans la correction du livre, c'est d'abord de poser justement N0 moins Xmax égale 0 à l'état final de la réaction, et donc Xmax est égal à N0. Voilà, et ensuite pour répondre à la réaction, justement, ils reprennent la définition qui est proposée dans l'énoncé, c'est-à-dire la durée de la transformation, donc durée pour laquelle l'avancement vaut 90% de Xmax. Donc autrement dit, puisqu'on sait à quoi est égal Xmax, 90% de N0. Et du coup, que font-ils ensuite? C'est qu'ils déterminent finalement la quantité de ce réactif limitant qui reste à cette date-là. D'accord? Donc quantité initiale, parce qu'à tout instant, la quantité de ce réactif c'est N0 moins X, on est d'accord? Mais à cette date particulière, c'est N0 moins X, mais qui vaut, comme ça a été démontré juste au-dessus, 0,9 N0, 90% de N0. Donc ça nous fait 0,1 fois N0, autrement dit 0,2 mol. Et il n'y a plus qu'à lire finalement sur le graphique les différentes dates, précisément en minutes, les différents instants en minutes correspondant à une telle quantité de matière restante de RCl. D'accord ? Et puis vous avez donc les réponses qui sont là. Alors naturellement, après la réponse à la question B, elle est relativement évidente. Est-ce que la nature du solvant est un facteur cinétique? Dans la mesure où on a mesuré 4 durées de transformation différentes, en changeant justement cette condition-là, on en déduit évidemment que la nature du solvant est un facteur cinétique. Donc l'exercice 6 ensuite, c'est un prolongement de celui-ci, sauf que on ne propose pas de s'intéresser à une date pour laquelle l'avancement vaut 90% de Xmax, mais la date correspondant au temps de demi-réaction. Donc je vous renvoie à votre définition, que je vous ai donné l'autre jour sur feuille, je la remets ici. Donc le temps de demi-réaction correspond au temps nécessaire pour que l'avancement X soit parvenu à la moitié de la valeur finale. Tiens d'ailleurs, entre parenthèses, vous remarquez que le temps de demi-réaction, il est bien défini par rapport à la valeur finale de l'avancement, et non par rapport à la valeur maximale. D'accord? Donc dans le cas justement de transformation limitée,
évidemment, il ne faut pas considérer l'avancement maximal, mais l'avancement final qui est inférieur à l'avancement maximal. Donc si je reprends finalement le raisonnement de l'exercice précédent, parce que c'est finalement très similaire, le début est très ressemblant, hein. C'est-à-dire que la première chose à faire, c'est déjà de déterminer l'avancement maximal, qui est égal à n0, pour la raison qu'on a déjà évoquée ensuite. Et puis, dans un deuxième temps, il faut donc déterminer la valeur, on va dire, la valeur de la quantité de matière de réactif limitant restant à la date correspondant au temps de demi-réaction. D'accord ? Donc, je mets ceci, donc AT à l'instant T égale T 1 demi, hein, on le note comme ça. Voilà, je mets ça en indice. Donc la quantité de matière de réactif limitant, elle est égale à quoi? À N0 moins l'avancement à la date T1,5. Je vais l'appeler par exemple X1,5, ce qui paraît logique. Hein. Hop, je vais le mettre en indice. Voilà. Je vais y arriver, pardon. Hop. D'accord? Et donc, j'ai quoi, hein? Si on rappelle la définition du temps de demi-réaction, je suis censé donc avoir un avancement qui est noté X1,5 et qui lui-même est égal à l'avancement final divisé par 2. D'accord? Autrement dit, l'avancement final, puisque la réaction est totale, c'est Xmax. Ok? Xmax divisé par 2. Ok? Il se trouve que Xmax est égal à quoi? On l'a démontré juste au-dessus, c'est N0. Hop, on remplace Xmax par N0. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a? N0 moins N0 divisé par 2. N0 moins la moitié de N0. Autrement dit, la moitié de N0. N0 divisé par 2. Une fois qu'on a déterminé ça, finalement, il n'y a plus qu'à aller lire sur la courbe, comme ça a été fait dans l'exercice précédent. D'accord? Donc N0 divisé par 2. Alors N0, vous lisez tous sur le graphique. N0, quantité initiale de réactif correspondant à 2 moles. Donc N0 divisé par 2, on descend à 1 mol. Et on va lire sur chacune des courbes l'instant T1,5 correspondant. Alors voilà les résultats. Alors pour la courbe verte, T1,5, moi j'ai trouvé 0,7 minutes. Hein. Évidemment, c'est approximatif. Vous avez vu la précision du graphique, hein, qui n'est pas extrême, il faut le dire. Ensuite, pour la courbe bleue. Moi j'obtiens T1,5 égale 1,1 minute. Et enfin, pour finir, pour la courbe rouge, T1,5, 1,4 minutes. Et voilà pour l'exercice 6. D'accord? Donc je reviens sur le point important. C'est le fait donc qu'on doit déterminer T1,5. T1,5 est défini par rapport à l'avancement final, qui ici est maximal puisque la réaction est totale. Mais ce qu'on nous donne, c'est une évolution de quantité de matière de réactif en fonction du temps. D'accord? Donc effectivement, il faut déjà savoir à quoi est égal l'avancement final, autrement dit ici l'avancement maximal. Et ensuite, il faut calculer finalement ce à quoi est égale la quantité de matière restante à T égale T1,5 pour pouvoir ensuite lire sur le graphique les durées correspondantes à cette quantité de matière de réactif restant. Donc voilà pour cet exercice. Je continue avec l'exercice 7 de la même page. Bon, exercice 7 assez facile, où vous avez donc plusieurs équations de réaction qui sont données, et on vous demande de déterminer s'il s'agit de catalyse homogène, hétérogène ou enzymatique. Alors j'espère que vous avez déjà vos définitions en tête, bien sûr, mais j'espère que vous avez donc compris du coup qu'il s'agit de considérer ce qui est marqué à côté de chacune des espèces chimiques, réactifs ou produits, entre parenthèses, surtout les réactifs, hein, puisque la catalyse, le type de catalyse se définit justement par rapport aux phases dans lesquelles se trouvent réactifs et catalyseurs.
Donc exercice 7, je vais le marquer là, hop, 7 points, et hop, première réaction, la A. Donc 2H2O2 qui donne O2 plus 2H2O. Donc on voit que l'unique réactif est en phase aqueuse. On voit que le catalyseur Fe2+, se situe aussi en phase aqueuse. Donc catalyseur et réactif sont dans la même phase. On a donc affaire à une catalyse. On est tous d'accord là-dessus. Homogène, c'est facile. Hop, alors attendez, on va faire ça comme ça. Voilà. Petit b, on constate qu'on a des réactifs qui sont gazeux et la réaction est catalysée par du fer solide, donc solide, gazeux, réactif et catalyseur dans des phases différentes. On a donc affaire à une catalyse hétérogène. Petit c, un réactif en phase aqueuse, donc entouré de molécules d'eau et qui réagit justement avec sans doute les molécules d'eau qui l'entourent. Et nous avons un catalyseur H2SO4 qui est en phase aqueuse, donc tout ça finalement baigne dans l'eau. On est d'accord, tout est dans la même phase, autrement dit, on a encore affaire à une catalyse homogène. Petit d, alors cette fois, on va directement la voir, la catalyse. Le catalyseur, c'est l'anhydrase carbonique. Alors, effectivement, quand on a un nom de catalyseur qui finit par ase, c'est qu'on a affaire en fait à un enzyme comme catalyseur de réaction. Donc, ici, catalyse enzymatique. La E pour finir. Alors nous avons ici donc une réaction et vous voyez, tiens, c'est ce que je vous disais l'autre jour, la formule du catalyseur est précisée, ça arrive parfois, sur la flèche, donc ne fait pas partie de l'équation de réaction, mais sa formule est marquée sur la flèche, du nickel solide, un métal, qui catalyse donc une réaction entre un réactif liquide et un réactif gazeux. Tout ça, évidemment, dans des phases qui sont différentes, vous l'aurez compris. Et donc, nous avons une catalyse, pour finir, qui est hétérogène. On s'arrête donc là pour ces exercices de cinétique.